Je ne suis pas une femme, pardon. Mais je suis avocat. J'estime qu'un avocat n'est pas genré et que c'est pas mon statut de femme qui va rencontrer Dominique Pellicot. Je les ai vus depuis 2021, ces vidéos. Donc je les connaissais quand on arrive en 2024. Et je comprends que l'esprit sensible peut être heurté par la diffusion de ces vidéos. Mais en même temps, on ne pouvait pas passer outre la diffusion. Le propos de Dominique Pellicot, c'est de dire qu'ils savent tous qu'elle est endormie artificiellement et ils viennent en connaissance de cause. C'est le jour du verdict et j'ai quelques instants de déception sur le quantum qui est prononcé par la Cour. Bonjour, je m'appelle Béatrice Avaro, je suis avocat au barreau de Marseille et je suis l'avocat de Dominique Pellicot. Monsieur Pellicot me désigne parce que un client dans la cour de promenade, ce qu'on appelle vulgairement radio-prison, lui parle de moi en lui disant tu cherches un avocat puisqu'il était en passe de changer d'avocat, tu cherches un avocat, moi j'ai Maître Avaro, elle est pas mal donc tu devrais lui écrire et puis tu verras bien si ça peut matcher ou pas. Et c'est comme ça qu'il m'écrit en mars 21 et je vais le rencontrer la première fois le 23 mars 21 je crois. J'ai trouvé que Monsieur Pellicot, lors de notre première rencontre, ressemblait à quelqu'un qui dénotait totalement de la population pénale. Et effectivement, j'ai vu ce que je développe un petit peu dans le livre, un grand-père et aussi un homme dont j'aurais pu affubler d'un costume de Père Noël. Il y avait vraiment une discordance entre la population pénale classique, même s'il n'y a pas de prototype, nous sommes d'accord, mais la population pénale classique et cet homme que je rencontre, qui est âgé, qui a les cheveux blancs, qui est un peu bedonnant, enfin tout ça quoi, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans une enceinte pénitentiaire. La question qui m'est souvent posée, c'est effectivement comment en tant que femme on peut. Je ne suis pas une femme, pardon. Mais je suis avocat. C'est-à-dire que j'estime qu'un avocat n'est pas genré et que c'est pas mon statut de femme qui va rencontrer Dominique Pellicot. C'est l'avocat que je suis depuis janvier 96 qui va rencontrer Dominique Pellicot en mars 21. Alors après, je l'explique souvent, c'est que j'ai ma sensibilité, ma façon de parler, mon langage, ma posture de femme, mais qu'avant tout, je suis un avocat qui défend Dominique Pellicot. Donc mon genre, entre guillemets, ne m'indiffère dans cette défense-là. Quand Dominique Pellicot me désigne, ça reste une instruction classique, c'est-à-dire que je ne mets pas de côté pour l'instant mes autres dossiers, c'est une instruction qui va durer de novembre 2020 à juin 2023, avec des recours qui vont être faits sur l'ordonnance de mise en accusation, mais à ce moment-là, je jongle entre mon cabinet et ce dossier-là qui prend de l'ampleur parce qu'il y a le nombre d'accusés qui grossit, mais en revanche, c'est donc pendant l'instruction, quand je vois ce nombre d'accusés qui grossit, que je lui dis peut-être qu'il serait de bon ton qu'on soit deux dans votre défense, et il me répond je préférais qu'on reste tous les deux parce que je vous ai accordé ma confiance et je la donnerai pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc c'est là où je lui dis effectivement cette phrase qui a été reprise en boucle, alors ça sera vous et moi contre le monde entier, bien évidemment, mais c'est surtout à l'audience proprement dite, qui démarre le 2 septembre 2024. Là, je suis contrainte de demander les reports de certains dossiers qui étaient fixés, où ma présence était indispensable, et je gère avec la complicité d'amis très proches qui m'ont aidé dans la logistique, mais à défaut, je suis effectivement seule à la défense de Dominique Pellicot à partir du 2 septembre 24 jusqu'au 19 décembre 24. Le 2 septembre 2024, je fêtais mes 55 ans, et c'était effectivement un anniversaire très particulier parce que quand j'arrive devant ce tribunal, je vois la foule, l'immensité de la foule, je vois les accès réservés, justice, avocat, presse, et je vois cette foule et je vois aussi toutes ces femmes qui sont là et qui vont en fait quelque peu camper le décor, ce qui va être notre décor pendant 3 mois et demi, c'est-à-dire en scandant victime, on te croit, violeur, on te voit. À partir de là, j'ai compris qu'on allait vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Durant l'instruction, je me suis effectivement sentie seule parce que l'instruction a été partagée en 2 étapes, c'est-à-dire 2021, c'était les interrogatoires individuels de Dominique Pellicot, donc je ne faisais pas face à certains de mes confrères en défense, et 2022 a été consacré à une série de confrontations que le juge d'instruction a organisées, et là j'ai senti déjà qu'on n'allait pas être amis, quoi. Qu'il y allait y avoir une petite dualité, parce que même certains de mes confrères, lors des confrontations, n'ont même pas daigné me dire bonjour. Donc j'ai compris que voilà, ça serait un vrai combat, et cette solitude, elle a été exacerbée à partir de septembre 24, pendant les débats, puisque physiquement, j'étais à l'extrême gauche de la salle, avec lui, on était tous les deux, et puis les autres avocats et les autres accusés étaient parsemés dans toute la salle, avec au bout la presse, la partie civile contre le mur qui me faisait face. Donc je dirais que même physiquement, cette césure, elle existait, elle était là, elle était vraiment caractérisée. Alors on vit ça en 2 étapes. Il y a d'abord l'instruction, où effectivement on imprime tout.
et on lit et on s'absorbe de ce dossier parce qu'on sait qu'on ne peut pas préparer ça en 24, ni 48, ni 72 heures. Donc c'est un dossier qui vous habite complètement pendant l'instruction, auquel vous pensez de façon régulière. Il y a des idées qui vous viennent, vite, vous notez sur un petit bout de papier tout ce qui vous traverse l'esprit. Et puis après, il y a l'audience. Et puis l'audience, on sait que ça va être 3 mois et demi d'abnégation. Et je suis effectivement accompagnée de mon conjoint, avec qui je vais pouvoir débriefer. C'est ce qui va un peu enlever de mon sentiment de solitude. Et puis quelque part, cet accompagnement, il est possible parce que Madame Pellico, elle a ouvert la porte. Faut pas l'oublier quand même. En droit pénal, le principe, c'est la publicité des débats. C'est-à-dire que on a constaté quand même malgré tout que dans toutes les affaires de viol, la généralisation, c'était la demande de huis clos par la victime qui s'impose à la cour parce que la victime le demande. Donc il n'y a pas de débat. Si la victime demande le huis clos doit être prononcé. Dans le procès de Madame Pellico, elle a décidé de ne pas faire application de cela, c'est-à-dire qu'elle a dit je vais appliquer le texte tel qu'il est, je demanderai la publicité des débats. Il faut quand même se souvenir qu'en 1978, le procès dans lequel étaient défendues 2 femmes par Gisèle Halimi avait demandé à ce que le huis clos n'ait pas lieu aussi. Et pendant le procès, je disais, on venait passer de Gisèle à Gisèle, puisque Gisèle Halimi qui a criminalisé par son action, qui a réussi à faire criminaliser le viol, puisque les individus étaient renvoyés devant la cour pour agression sexuelle et non pas viol, et Gisèle Pellico qui a ouvert la porte. Comment je l'ai vécu en tant qu'avocat de la défense de Dominique Pellico, ça m'indifférait, parce que la présence de la presse et du public ne devait pas interférer dans mon travail, et je me suis appliquée à cette règle. Ma façon de travailler, ma façon d'être n'a pas changé avec la présence de la presse et du public. Et en tant que femme, alors si je fais abstraction de ma qualité d'avocat, je me dis que c'est très courageux. Quand elle l'explique, comme vous avez pu l'entendre, quand elle explique que la honte doit changer de camp, je pense qu'on était vraiment dans ce sujet-là. Et il me semble que d'autres femmes, après, dont les procès ont eu lieu, on dit puisque Gisèle l'a fait, on va le faire, et elles ont ouvert la porte. Mais en disant je ne demanderai pas le huis clos, en fait, elle ouvre la porte, et à ce moment-là, elle me permet, indirectement, elle me permet de pouvoir être accompagnée et que je puisse avoir un allié dans cette salle d'audience. Après, effectivement, c'est une logistique de quotidien, c'est-à-dire qu'on prend un petit appartement sur place, et puis on est dedans. On vit le dossier du matin au soir, de semaine en semaine, en essayant de trouver une petite plage horaire pour se ressourcer loin de tout ça, mais effectivement on est dedans pendant 3 mois et demi, et même avant, parce qu'on a ce dossier et on y pense de façon régulière. Pendant ce procès, effectivement, on a eu ma petite belle-fille, la fille de mon mari, a eu un petit bébé, et donc on a été effectivement, je le dis bien dans le livre, mais on a été privé de ces premières heures en fait de la naissance, qu'on a décalé post-verdict. Ça fait partie de ce qu'on doit accepter. Ça fait partie j'allais pas dire du jeu parce que c'est pas le terme, mais quand on accepte un dossier pareil, on sait qu'on va peut-être faire des sacrifices. Et cette naissance-là a été l'illustration de cela, c'est-à-dire qu'il a fallu différer le moment de retrouvailles et de connaissance de cet enfant. Pendant cette audience, malgré la médiatisation, j'ai eu un fan club terrible. J'ai eu une famille au top, j'ai eu des amis au top. J'ai personne autour de moi, dans mon entourage proche, qui aurait pu se détourner de moi au motif que j'étais dans cette défense-là. Au contraire, j'ai eu beaucoup de soutien et énormément de bienveillance. Mais dans mes proches et au-delà. C'est-à-dire que j'ai eu mes pères qui sont venus vers moi pour me dire, qui me félicitaient, que je portais la robe haut et en couleur, et j'ai eu des magistrats qui sont venus me féliciter aussi. Et puis après, post-dossier, la société civile qui vient vers vous et qui vous serre la main et qui vous reconnaît dans la rue. Et voilà, tout ça, c'est des marques de confiance d'abord, et puis aussi des marques d'espoir, parce que je me dis que j'ai fait quelque chose, le message est passé. Si on doit parler des vidéos, les vidéos, c'était l'outil de la procédure. C'est-à-dire que sans les vidéos, le dossier n'existe pas. Donc elles étaient incontournables. Et vous ne pouvez pas, au motif que votre susceptibilité ou votre sensibilité va être heurtée, vous ne pouvez pas vous dire je vais me dispenser de les regarder. Sachez quand même que même quand le débat sur le huis clos a eu lieu, certains ont demandé à ce que les vidéos ne soient pas diffusées. Moi, encore une fois, puisqu'il s'agissait de la publicité des débats ou de la levée du huis clos, moi je n'avais pas mon mot à dire en tant qu'avocat de la défense de Dominique Pellico. Mais certains avocats, d'autres accusés, sont venus à la barre pour dire qu'il ne fallait absolument pas que ces vidéos soient diffusées. Bien évidemment, ils plaidaient pour leurs clients, donc ils savaient très bien que les vidéos leur seraient parfaitement défavorables. Mais c'était un outil de procédure. Alors oui, ça heurte. Je les ai vues depuis 2021, ces vidéos. Donc je les connaissais quand on arrive en 2024. Et je comprends
que l'esprit sensible peut être heurté par la diffusion de ces vidéos. Mais en même temps, on ne pouvait pas passer outre la diffusion de ces vidéos. C'est un élément incontournable, c'est le noyau dur de la procédure. Je crois que sans les vidéos, le dossier n'aurait pas revêtu la même physionomie, si je puis dire. Parce que ça aurait été la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et avec toutes les interprétations que ça peut donner. En se rappelant quand même que dans le procès Pellico, c'est pas Madame Pellico qui actionne l'action publique. C'est pas Madame Pellico qui dénonce Monsieur Pellico. C'est pas elle qui pousse la porte d'un commissariat pour dire j'ai été victime d'un viol et je viens le dénoncer et je viens accuser mon agresseur. On est dans un autre contexte. Donc le consentement, les vidéos, elles ont permis de démontrer que d'abord il n'y avait aucun échange entre l'individu et Madame Pellico, qu'il n'y avait aucun échange entre Monsieur Pellico et l'individu et qu'il n'y avait rien qui pouvait laisser entendre que l'individu s'était assuré que Madame Pellico était consentante à quoi que ce soit. On voit sur ces vidéos une femme dormir. Le propos de Dominique Pellico, c'est de dire qu'ils savent tous qu'elle est endormie artificiellement. Ils savent tous qu'elle a été droguée par lui et ils viennent en connaissance de cause. Après le dossier, ils se sont emparés, l'Assemblée nationale s'est emparée du sujet, a voulu définir le viol en intégrant dans la définition le mot de consentement, mais je pense, très sincèrement, qu'avec ou sans cette définition, le dossier aurait été évoqué de la même façon. C'est-à-dire que ça n'aurait pas changé la physionomie de ce dossier. Les questions du président n'auraient pas changé parce que l'ancienne définition du viol sous-tend l'absence de consentement. Donc, quand on a une relation sexuelle, on ne va même pas employer le mot viol, mais quand on a une relation sexuelle pour défaut, par surprise, par contrainte, par ruse ou par violence, on peut légitimement penser que la victime de cette agression, elle n'est pas consentante. Donc le consentement, le défaut de consentement était sous-tendu dans l'ancienne définition. Et je dis, alors je vais peut-être heurter, pardonnez-moi, mais je dis que définir aujourd'hui le viol en intégrant le défaut de consentement dans la loi, c'est se donner bonne conscience. Voilà. C'est pas cette leçon-là qu'il aurait fallu tirer de ce dossier. Je pense que la leçon qu'on aurait dû tirer de ce dossier, c'est de remédier à la violence parentale, de remédier aux violences éducatives. Il faut se rappeler que dans ce dossier, tous les hommes, les 50 hommes présents, ont été victimes d'un père mal aimant, maltraitant, violent, absent. Et que si on disait au potentiel papa, aimez vos enfants, parce que ça peut, si vous les aimez pas, ça peut créer ces hommes qu'on a vus dans cette salle d'audience, voilà. Et apprenons aux jeunes enfants à s'aimer entre eux, à se respecter. Apprenons à un jeune garçon de respecter une petite fille et vice-versa. Pendant le procès, effectivement, des confrères ont eu des réflexions très particulières et des comportements assez... Par définition, je ne me suis pas du tout associée à eux, parce que il n'était pas question de s'associer à leur posture. Et de fait, puisque j'étais dans la défense de Dominique Pellico et j'étais bien loin de leur système de défense à eux, j'ai regardé ça de ma lorgnette à moi, c'est-à-dire que voilà, j'ai constaté avec désolation parfois que certains pouvaient interpréter la loi, qu'il fallait pas, il n'y avait pas matière à l'interpréter, et c'était certainement pas dans cette enceinte-là qu'on devait redéfinir le viol ou dire qu'il y avait viol et viol, dans la mesure aussi surtout que dès lors qu'on ne s'assure pas du consentement d'une femme pour avoir une relation sexuelle, on viole. Donc il n'y a pas viol et viol. Il n'y a qu'une définition du viol, dont on dit aujourd'hui qu'elle est refaçonnée, mais il n'y a qu'une seule définition du viol, et donc c'était à mon sens bien maladroit. Alors les uns et les autres, pendant ce procès, on dit que j'étais effectivement sur une ligne de crête. Moi, mon combat était de dire et de soutenir, et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce débat, de dire que Madame Pellico n'a jamais été mon adversaire. C'est pas elle qui actionne l'action publique. Elle arrive au commissariat le 2 novembre 2020, on lui parle de son mari dans le cadre d'avoir filmé de la scène, d'avoir filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché, et elle pense qu'elle ne va parler que de ça, et elle pense qu'elle va rentrer avec lui à la maison ce 2 novembre 2020, et on lui apprend, on la met dans un bureau, les services de police prennent le soin d'être accompagnés par un psychologue, et on lui montre ses photos. Donc c'était clair avec Monsieur Pellico dès le départ, c'était clair, on pouvait rien reprocher à Madame Pellico. Et puis vous avez quand même des individus, je parle des accusés, qui ont voulu se frayer un petit chemin entre d'un côté un Monsieur Pellico menteur manipulateur, qui n'aurait pas dit la vérité sur l'information et sur la sédation de Madame, et une Madame Pellico qui serait une femme exhibitionniste, le mot a été employé pendant les débats, frivole, libertine, volage, tout autant de qualificatifs qui pourraient justifier les faits qui nous ont occupés pendant 3 mois et demi. Et ils ont voulu se frayer ce petit chemin. Et j'ai toujours pensé, je l'ai même dit à l'un d'entre eux à la fin des débats, vous êtes arrivés avec vos gros souliers, vous êtes partis sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que vous êtes heurtés à un mur, quoi, parce que d'abord le verdict caractérise la condamnation et l'infraction. Ils ont tous été reconnus coupables. Le fait est, c'est qu'il y avait 17 appelants, il n'y en a plus qu'un seul. Donc voilà, ce chemin-là qu'ils ont voulu se
défrayé entre ces deux thèses n'a pas produit ses effets. Donc en novembre, on a quasiment fini les débats. Il s'agit de faire un plan de la suite. Et j'apprends très subitement que je vais plaider la première parce que mes chers confrères ont décidé de fomenter un petit scénario avec le président pour que je plaide la première. Je suis prise au piège. Et heureusement en fait que j'avais anticipé parce que quand on dit qu'un dossier vous habite, vous avez des réflexions qui vous viennent de façon régulière, vous y pensez tout le temps et vous avez des idées. Et je suis partie d'une idée de travail que j'ai eue très rapidement à la défense de Dominique Pellicot. Et à partir de cette idée, j'ai créé un plan. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'instruction, on nourrit ce plan. Et donc, même si on m'annonce, encore une fois par surprise, que je vais plaider la première, je demande un petit temps de latence quand même, et de travail, parce que je suis seule à être là H24 alors qu'ils sont tous venus de façon très ponctuelle pour leurs clients respectifs. Je demande un petit temps de préparation et puis je couche sur le papier et j'écris du premier mot au dernier mot toutes mes idées en les reclassant et en créant ma plaidoirie. Alors, le 19 décembre 24, c'est le jour du verdict et je suis quelque peu déçue. J'ai quelques instants de déception sur le quantum qui est prononcé par la Cour. J'ai été écoutée, incontestablement, j'ai été écoutée pendant ces 3 mois et demi, j'ai été écoutée pendant ma plaidoirie, mais le fait que la Cour puisse à un moment donné ou à un autre réduire d'1 année la peine, le quantum sollicité par l'accusation, m'aurait laissé entendre que j'avais été entendue dans mes explications. Non pas dans mes justifications, mais dans mes explications. Bon, après, les uns et les autres m'ont ramené à la réalité en me disant que la matérialité des faits était telle qu'il était compliqué de se détacher du quantum maximal qui a été requis, qui a été prononcé. Je le comprends, Dominique Pellicot l'a compris, mais effectivement, sur l'instant, j'ai quelques secondes de déception. Après le verdict, on se pose un peu, déjà, parce que ça a été intense pendant 3 mois et demi. Et puis après, on retourne voir son client, je retourne voir M. Pellicot, on échange beaucoup, on réfléchit sur l'opportunité d'un appel aussi, parce qu'on est dans un délai de 10 jours, et donc c'est le 25 ou 26 décembre que le délai butoir arrive à expiration. Puis les jours d'après, on reprend sa vie. On reprend son cabinet, on reprend ses audiences, des audiences au cours desquelles on attend. Ça fait 3 mois et demi qu'on n'a jamais attendu à une audience. Donc on attend, on réapprend à vivre son quotidien d'avocat avec tout ce que ça comporte. Et puis je continue à le voir régulièrement, M. Pellicot, parce qu'on a un autre sujet qui va nous occuper très rapidement. Ma façon de plaider n'a pas changé depuis le procès. Ma façon d'appréhender un dossier a changé depuis le procès. C'est-à-dire que j'y vais avec plus de sérénité. J'essaie de dédramatiser un sujet qui aurait pu faire l'objet d'angoisse ou de stress avant. Là, je me dis, t'as monté l'Everest. L'Everest, c'est le plus haut sommet, donc il n'y aura pas d'autre sommet à monter comme l'Everest, donc ça peut être plus abordable et plus accessible. Après le procès, j'ai beaucoup de mes confrères qui sont venus me voir en me disant, tu as eu le dossier dont on rêve tous. C'est vrai que c'est un dossier d'une vie. On peut pas dire les choses différemment. Je ne suis pas certaine que j'en aurai d'autres. Pourquoi pas? Et si c'était à refaire, je referais. Après coup, si je devais changer quelque chose, non, je pense que j'y retournerais avec la même ambition et la même volonté. Je ne pense pas avoir laissé la place à quelque chose ou oublié quelque chose. Je crois que j'ai donné beaucoup de moi pendant 3 mois et demi. Sur le plan financier, si on doit aborder le côté financier de ce dossier, je crois que parmi les 40 avocats que nous étions, je suis la seule qui n'a pas gagné d'argent. Parce qu'en fait, j'étais là H24, j'ai été payée à l'aide juridictionnelle, que certains de mes confrères sont venus très ponctuellement, certains sont venus 3 jours, 4 jours, 10 jours maxi, mais on a tous été payés de la même façon. Et certains de mes confrères qui avaient 2, 3, 4, voire 6 clients ont été payés à l'aide juridictionnelle multiplié par le nombre de clients qu'ils assistaient. Tandis que moi j'étais là H24, j'ai géré mon cabinet à Marseille les week-ends quand je pouvais le faire et j'ai été payée pour Dominique Pellicot. Donc non, je n'ai pas gagné des millions avec le procès Pellicot. Voilà. J'ai décidé d'écrire ce livre parce que quand j'ai compris que ce dossier allait rentrer dans l'histoire, je me suis dit qu'il fallait laisser une trace écrite. J'avoue en toute sincérité que sur l'instant, j'ai pas l'idée d'écrire un livre et que j'ai une amie qui me dit j'aimerais bien qu'on fasse un bouquin. Et donc je saisis cette idée et je me dis que ça restera une trace écrite parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné ou à un autre, le procès Pellicot sera un souvenir. Et donc il faut garder des traces de ce souvenir. Et je voudrais quand même remercier Daniel Prieur qui a coécrit avec moi cet ouvrage.